Chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi M. Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Monsieur le Président, nous vous remercions de vous être rendu disponible rapidement pour permettre à notre commission d'enquête de poursuivre ses travaux dans cette salle que je crois vous connaissez bien, qui s'organise autour d'un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et mettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Au cours de nos travaux, nous avons évoqué à maintes reprises la notion de conflit d'intérêts, le rôle des registres de déclaration des représentants d'intérêts, les contrôles réalisés par la HATVP en la matière. Votre audition intervient donc naturellement pour recueillir tout d'abord votre perception sur les révélations des Uber Files. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international de journalisme d'investigation ont publié une série d'articles s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine, datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes qui était réservé jusqu'alors aux taxis. En particulier, les documents internes de l'entreprise Uber ont mis en évidence des échanges entre cette entreprise et le cabinet du ministre de l'économie de l'époque, M. Emmanuel Macron, entre octobre 2014 et mars 2016. Ces documents mettent en évidence que l'entreprise a pu leur exposer ses arguments et a tenté d'obtenir des modifications législatives favorables au développement de son modèle d'affaires. Toutefois, les auditions que nous avons réalisées jusqu'à présent montrent que la stratégie d'Uber a échoué. D'une part, les lois Thévenoud du 1er octobre 2014 et Grand-Guillaume du 29 décembre 2016 ont été perçues par l'entreprise comme de nouveaux obstacles au développement de son activité. D'autre part, tous les directeurs d'administration que nous avons reçus ont affirmé n'avoir reçu aucune instruction de la part du ministre de l'économie ou de son cabinet dans le cadre de la préparation et de la réalisation de leurs enquêtes. Enfin, le deal, je cite, terme qui est cité dans Le Monde, qu'aurait conclu Emmanuel Macron avec la société Uber après en avoir parlé au ministre des Transports et au Premier ministre, a eu pour objet de mettre fin au service Uber Pop le 3 juillet 2015 et d'alléger les exigences de formation des chauffeurs VTC. En pratique, le service Uber Pop était illégal et a été jugé comme tel en octobre 2014, mais l'entreprise ayant interjeté appel, elle avait pu poursuivre cette activité étant donné l'effet suspensif de l'appel. Et en pratique, le jugement de la Cour d'appel confirmant celui du tribunal est intervenu qu'en décembre 2015, soit 6 mois après la suspension effective du service à la suite de l'intervention du ministre de l'économie et de ses collègues. La question principale que nous souhaitons vous poser est donc la suivante. Le ministre de l'économie, les membres de son cabinet, les autres représentants du gouvernement comme le ministre de l'Intérieur de l'époque, ont-ils outrepassé leur pouvoir ou se sont-ils trouvés en conflit d'intérêts en échangeant avec Uber, avec d'autres entreprises de VTC à l'époque ou avec des entreprises de taxi comme la G7 qui a affirmé aussi ce matin avoir eu des échanges avec le ministre, ou ont-ils tout simplement fait leur travail dans le respect de leur mission? Au-delà de cette question, et compte tenu des faits précédemment évoqués, notre commission d'enquête s'interroge également sur le dispositif actuel d'encadrement des activités de lobbying des entreprises auprès des décideurs publics, membres du gouvernement, membres de cabinets ministériels, parlementaires, agents du service public, etc. Est-il adapté et suffisant? Et quelles sont les recommandations de la HATVP sur ce sujet? Par ailleurs, la commission s'interroge sur les risques de conflit d'intérêts entre le secteur privé et les agents du service public ou les membres du gouvernement. Considérez-vous que le dispositif actuel est équilibré, fonctionne correctement? Pensez-vous qu'il faudrait le renforcer? La HATVP a-t-elle suffisamment de pouvoir, de moyens pour intervenir rapidement et efficacement? Je sais que nous aurons probablement d'autres questions sur ce sujet avec mes collègues. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières interrogations et d'entamer les échanges sous la forme de questions-réponses avec mes collègues, je vous rappelle, Monsieur le Président, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente. Ah, c'est... Pardon. Oui, Monsieur le Président, Madame... Oui, j'aurais dû mieux regarder vos étiquettes. Merci beaucoup. C'est très volontiers, bien évidemment, que
j'ai répondu à votre invitation. Alors, je n'ai pas compétence pour répondre à votre première question, Monsieur le Président, pour savoir si le ministre de l'économie de l'époque avait qualité pour recevoir. Ça ne fait pas partie de mes attributions. Ce que je sais, c'est que recevoir des représentants d'intérêt n'est pas interdit. Alors, sur les faits qui expliquent la création de votre commission d'enquête, en fait, nous n'existions que depuis très peu de temps au moment de ces faits, et la mission de régulation de la représentation d'intérêts ne nous avait pas encore été confiée, puisque c'est la loi Sapin II qui nous a confié cette mission. Donc, Hubert n'avait pas à déclarer d'action de représentation avant cette date. Alors, c'est la loi dite Sapin II qui a instauré le dispositif. Cette loi, d'ailleurs, a permis des avancées incontestables en améliorant significativement le dispositif français de lutte contre la corruption, en contribuant à renforcer, d'ailleurs, la crédibilité de la France en la matière sur la scène internationale, en reconnaissant une activité courante et légitime dans une démocratie, c'est-à-dire faire valoir ses intérêts est légitime, est autorisé. Ça permet d'ailleurs à la société civile d'avoir voix au chapitre et aux responsables publics de prendre les décisions après avoir entendu l'ensemble des parties prenantes. Bien évidemment, l'objet de la loi Sapin II a été d'encadrer, de réguler et de faire en sorte que ces échanges s'inscrivent dans une transparence utile pour le citoyen et les responsables publics. C'est pour cela que l'encadrement a prévu un certain nombre de règles déontologiques qui doivent s'imposer aux représentants d'intérêts et des obligations déclaratives, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de l'ordre de 2700 représentants d'intérêts qui sont inscrits sur le répertoire, qui est accessible sur le site de la Haute Autorité, et à la déclaration d'environ 60 000, depuis que ce répertoire existe, activités de lobbying. Alors, cette loi a posé 3 conditions nécessaires au développement d'un lobbying responsable: la transparence, l'éthique, par l'instauration de règles déontologiques claires qui ont été définies par le législateur pour encadrer les relations entre les représentants d'intérêts et les responsables publics. Enfin, l'exercice d'un contrôle indépendant par une autorité administrative indépendante. Et nous avons pour mission de contrôler le respect par les représentants d'intérêts de leurs obligations déclaratives et déontologiques. Alors, si je fais un peu de fiction, si le répertoire avait été mis en place au moment des faits, et les faits mis en lumière par l'enquête des Uber Files se sont déroulés avant la création, je le disais. Donc la société Uber n'avait pas à déclarer ses activités. En revanche, si la loi Sapin II avait été antérieure, les rencontres et les échanges entre Uber et le ministre de l'économie de l'époque, ou les membres de son cabinet, auraient dû être déclarés sous la forme de fiches d'activité uniquement si ces rencontres étaient à l'initiative du représentant d'intérêt, puisque, j'aurai l'occasion de vous le repréciser tout à l'heure, lorsque l'initiative vient des responsables publics, le représentant d'intérêt n'a aucune obligation de les déclarer sur le répertoire. Et c'est uniquement, bien évidemment, les échanges qui sont destinés à influencer une décision publique qui entre, bien sûr, dans le champ du dispositif. La nature, justement, du représentant d'intérêt, c'est de chercher à influencer une décision.
ça peut être un projet de loi, une proposition de loi, un texte réglementaire, toute décision publique, dit même un décret postérieur. Et il faut chercher à influencer pour effectivement être considéré comme relevant d'une action de représentation d'intérêt à déclarer. Alors vraisemblablement, Hubert aurait-il dû déclarer différentes rencontres avec un membre du gouvernement ou un membre du cabinet ministériel dans le secteur économie et finances, à partir du moment où la loi n'impose pas l'obligation de préciser la personne ou le service que l'on rencontre, en précisant l'objectif recherché, la facilitation de son entrée, par exemple, sur le marché français. Les déclarations n'auraient toutefois donné aucune information sur le nombre d'entrées en communication et le nom du ministre concerné, puisqu'il suffit de dire « j'ai rencontré un ministre », en l'état actuel, en tout cas, du texte. Les moyens alloués à cette activité de représentation d'intérêt auraient également dû être déclarés dans une fourchette. Ces échanges auraient également été strictement encadrés sur le plan déontologique, en s'abstenant notamment d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper. Ça fait partie des obligations déontologiques, effectivement, des représentants d'intérêt. Alors, Hubert France SAS est inscrit depuis le 28 décembre 2017 au répertoire des représentants d'intérêt. Cette société a publié 27 fiches d'activité depuis la création du répertoire. D'après les données du répertoire, les dirigeants et lobbyistes d'Hubert ont rencontré des collaborateurs du président de la République à plusieurs reprises entre 2017 et 2022. En effet, Hubert France SAS vient par exemple de déclarer, le 30 mars dernier d'ailleurs, une fiche d'activité dont l'objet est le suivant: promouvoir l'accélération de la procédure d'accès à l'activité VTC, son adaptation à la lutte contre les violences sexuelles et l'adaptation du cadre réglementaire d'accès à l'activité de livreur. Et cette fiche indique, parmi les catégories de responsables publics visés, collaborateurs du président de la République. On sait également que le type de décision publique concernée est acte réglementaire et que la société a pour cela transmis aux décideurs publics des informations, expertises dans un objet de conviction. C'est ce que l'on retrouve sur la fiche d'activité. Concernant les moyens alloués par Hubert France SAS à la représentation d'intérêts, ils étaient, selon leur déclaration, stables de 2019 à 2021, dans une fourchette entre 900 000 et 1 million d'euros. La société a récemment déclaré un montant un peu plus faible pour l'année 2022, entre 700 et 800 000 euros. Par ailleurs, plusieurs cabinets ont déclaré Hubert comme client ou membre. C'est le cas notamment de la formation professionnelle Tech in France et des cabinets de conseil Lysios, Tadeo, Plid et Euros Agency. Le cabinet de conseil Euros Agency a déposé 7 fiches d'activité pour le compte d'Hubert France SAS. Par exemple, sensibiliser les pouvoirs publics aux besoins d'aménagement des transports accessibles aux personnes à mobilité réduite dans la perspective des Jeux Olympiques 2024. Le cabinet de conseil Plid Hubert France SAS apparaît comme ancien client avec 2 fiches d'activité déclarées. La première sur l'encadrement de la responsabilité sociale des plateformes, de mise en relation avec des travailleurs indépendants dans le transport particulier de personnes, et une deuxième fiche d'activité concernant l'évolution de la régulation et de l'encadrement de la profession de chauffeur VTC et des plateformes de mise en relation dans le transport particulier de personnes. Et puis le cabinet de conseil Tadeo, Hubert France SAS, apparaît également comme ancien client avec 12 fiches d'activité déclarées, parmi lesquelles faciliter l'accès à la profession de conducteur de VTC, communiquer la position de Hubert dans le contexte de la mission Frouin, faciliter l'accès à l'examen d'aptitude pour les chauffeurs VTC. Or, à noter que depuis l'extension du répertoire en juillet 2022 à l'échelon local, Hubert doit également déclarer les actions menées auprès de responsables publics locaux. Et à ce titre, lors de leur dernière déclaration pour l'année 2022, Hubert a déclaré avoir contacté des élus locaux de Lyon, Paris et Nantes, entre autres,
afin, je cite, d'assurer la prise en compte du service VTC dans les politiques de transport urbaines, zones de circulation restreinte, à bord des gares et aéroports, transport de personnes à mobilité réduite, de favoriser la meilleure intégration possible des services de livraison de repas et marchandises dans les villes, et d'assurer la prise en compte du service VTC dans les politiques de transport urbaines, zones de circulation restreinte, à bord des gares et aéroports, transport de personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une obligation nouvelle depuis juillet 2022 d'action de représentation d'intérêt auprès des décideurs locaux. Et vous avez un seuil qui a été établi par la loi, ce sont les collectivités de plus de 100 000 habitants. Vous m'avez également interrogé, Monsieur le Président, sur le bilan que nous pouvions faire de la mise en place de ce dispositif. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs de faire un bilan avant l'extension aux collectivités territoriales de la loi dite Sapin 2, et nous avions dressé un bilan en demi-teinte. Le dispositif marque, je l'ai dit, un net progrès. Il y a cependant un certain nombre de dysfonctionnements ou d'insuffisances qui nuisent à la transparence de la décision publique et d'une certaine façon à la pertinence même de ce répertoire. L'information qu'il contient peut même apparaître parfois comme biaisée, et ce qui le permet, c'est en fait un cadre législatif et réglementaire trop complexe qui, d'une certaine façon, affaiblit le dispositif. Alors, cela fait plusieurs années déjà que la Haute Autorité renouvelle inlassablement, je dirais, ses propositions pour améliorer le dispositif actuel. Et l'expérience des pays étrangers nous le montre. Pour qu'un dispositif soit opérationnel, en tout cas le plus opérationnel possible, le plus utile possible, il doit être simple, lisible et compréhensible de tous. Et ce n'est pas toujours le cas du dispositif français. Alors, pour sécuriser le dispositif, encore plus dans le contexte de son extension, notamment aux collectivités territoriales, pour sécuriser les représentants d'intérêt eux-mêmes, qui ont encore beaucoup de difficultés à s'approprier ce dispositif, nous formulons un certain nombre de propositions d'évolution qui visent à la fois à être plus efficaces et avoir également des dispositions qui sont davantage proportionnées. Elles n'accablent pas les représentants d'intérêt d'obligations déclaratives inutiles et ne nuisent en aucun cas à la liberté d'entreprendre. C'est parfois souvent un argument qui est employé. Trop de transparence peut nuire à la liberté d'entreprendre. Lorsque vous regardez les pays dont on peut s'inspirer d'ailleurs sur la mise en place de dispositifs comme les États-Unis et le Canada, leur dispositif d'encadrement du lobbying est plus développé que le nôtre. Et manifestement, quand on voit les économies de ces deux pays, ce n'est pas un frein sur le plan économique. Sur les propositions que nous formulons, nous proposons que le critère de l'initiative qui a été ajouté par le décret postérieur à la loi puisse être remis en cause à partir du moment où ça peut donner des situations un peu injustes, parce que au niveau des grandes entités, des grands représentants dits d'intérêt, ce sont des entités qui sont systématiquement invitées par les pouvoirs publics et, de fait, elles peuvent avoir peu d'obligations déclaratives à partir du moment où seules celles à leur initiative doivent faire l'objet d'une déclaration. En revanche, le plus petit, lui, est obligé de déclarer systématiquement, ce qui fait que quand vous regardez d'ailleurs le répertoire de la Haute Autorité, vous pouvez avoir des grandes entreprises
comme Dassault ou Vinci, qui en fait déclarent peu d'actions, alors qu'on sait parfaitement qu'ils exercent une activité de lobbying, ce qui d'ailleurs peut être tout à fait légitime. Mais vous retrouvez assez peu d'actions présentées dans le cadre du répertoire. La Haute Autorité propose également de préciser les critères des décisions publiques qui entrent dans le champ de la régulation de la représentation d'intérêts en fonction de leur importance, par leur nature ou leurs effets, afin de garantir la pertinence du répertoire. Dans le décret, vous avez une phrase finale qui dit « et toute autre décision publique ». Alors, toute autre décision publique, effectivement, ça soulève beaucoup d'interrogations. Lorsque on regarde les débats parlementaires, le dispositif a été mis en place surtout pour faire connaître la traçabilité de la confection d'une disposition législative ou réglementaire pour que, justement, le citoyen, les médias puissent avoir connaissance de la façon dont se fabrique une grande décision publique. Si vous mettez toute autre décision publique, effectivement, jusqu'où va-t-on? Bon. Alors, sur le plan national, ça ne soulève pas toujours des difficultés, puisqu'on voit bien que quand même, c'est plutôt cantonné aux grandes décisions législatives ou réglementaires. S'agissant des collectivités territoriales, où s'arrête-t-on? Bon. Et là, je reconnais qu'on a parfois quelques difficultés à répondre à un certain nombre de questions qui peuvent nous être posées par des représentants d'intérêts qui agissent au niveau local ou bien à des questions de décideurs locaux sur les actions qui doivent être également déclarées. Sur l'identification des représentants d'intérêt, des critères pour définir un représentant d'intérêt, on a un dispositif qui, de temps en temps, relève de l'absurde. Lorsque vous avez un critère de 10 actions nécessaires par personne physique au sein d'une personne morale pour correspondre à la définition du représentant d'intérêt. Alors, si vous... Oui, je vais vous réexpliquer. Ça, c'est le texte réglementaire qui précise que les actions doivent être déclarées à partir du moment où une personne physique, au sein d'une entité morale, entreprend 10 actions de représentation d'intérêt. Il suffit que vous vous organisiez pour plafonner à 9 pour ne jamais être dans les radars ou bien dans les obligations déclaratives des représentants d'intérêt. Et on s'interroge sur le sens de raisonner à partir de la personne physique. Bon, nous, ce que nous suggérons, c'est qu'on puisse prendre en compte justement les actions faites au niveau de la personne morale. Ça nous paraît d'ailleurs plutôt correspondre à ce qu'avait souhaité le législateur à l'époque, même si, à partir d'une rédaction, on peut éventuellement tenir un raisonnement différent. Mais quand on regarde les débats, on voit bien que ce qui importe, c'est de prendre la personnalité morale dans son ensemble, et puis de prendre l'ensemble, justement, des actions de représentation d'intérêt qui sont faites par une société. Nous proposons aussi que les groupes de sociétés puissent aussi être prises en considération. À titre d'exemple, nous avons 8 filiales, par exemple, du groupe Total Énergie qui sont inscrites sur le répertoire, chacune déclarant ses propres actions de représentation d'intérêt, en plus de celles qu'elles exercent pour le compte d'autres filiales du groupe. Il nous apparaîtrait pertinent d'apprécier l'activité de représentation d'intérêt au niveau du groupe
et d'introduire une obligation de déclaration consolidée, ce qui permettrait aux représentants d'intérêt d'établir leur rapport annuel d'activité, d'ailleurs, plus aisément, et de faciliter ainsi l'exercice déclaratif auprès de la haute autorité. Nous formulons aussi un certain nombre de propositions quant à nos moyens de contrôle et quant aux sanctions qui pourraient être infligées lorsque des représentants d'intérêt ne respectent pas leurs obligations déclaratives et déontologiques. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, ce que je pouvais dire en introduction de cette audition. Merci beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants. Et en effet, les propositions de la HATVP pour simplifier notamment le dispositif nous intéresseront beaucoup et pourront être prises dans le cadre de nos travaux. Je suis sûr qu'on aura beaucoup de questions peut-être plus précises, mais peut-être si on prend un peu de champ presque sur un plan quasi philosophique, vous avez mentionné l'exemple américain que je connais un petit peu. Et en effet, vous avez raison de le souligner, dans les pays dits libéraux, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, les obligations de transparence sur les activités de lobbying sont en fait traditionnellement plus strictes que chez nous. Que ce soit dans le cadre du lobbying, que ce soit les représentations d'intérêts d'États ou d'entités étrangères, FARA par exemple aux États-Unis. Il y a une commission d'enquête en ce moment sur les ingérences étrangères en même temps que la nôtre qui pourrait peut-être aboutir à des conclusions de ce type. Mais cette obligation de transparence vient contrebalancer une absence quasi totale de règles quant au financement de la vie publique par des personnes morales comme des personnes physiques, quant aux allers-retours possibles entre le privé et le public, là où notre système tend à être beaucoup plus régulateur. Et c'est renforcé, d'ailleurs, ces dernières années. La législation a renforcé les limites apportées, par exemple, à des agents de la fonction publique ou des anciens ministres qui voudraient aller après travailler dans le privé, sans même qu'on puisse, je pense, véritablement attester d'un conflit d'intérêts, mais d'un lien d'intérêt potentiel entre le secteur du ministre et le secteur d'activité privée. Pardon pour cette longue introduction, mais en fait, ma question vraiment est, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'arriver à avoir, et d'ailleurs c'est peut-être pas un risque, peut-être que c'est ce qu'il faut souhaiter, mais en tout cas c'est ma question, de prendre les deux extrêmes de systèmes en fait qui ont tendance à justement s'équilibrer, c'est-à-dire d'avoir à la fois une régulation très préventive en termes de transparence, mais aussi en termes de possibilité de passer d'un secteur à un autre, du privé au public. Et est-ce que vous y voyez des conséquences potentielles sur le fait de pouvoir, par exemple, attirer des talents du secteur privé dans la vie publique, ou d'avoir des agents qui travaillent pour l'État ou dans le monde politique qui voudraient après venir faire bénéficier de cette expérience, de ces compétences dans le secteur privé avant de revenir. Voilà, je voulais avoir un peu votre perspective sur ce sujet. Merci. Là, on sort un petit peu du sujet. C'est la mission que nous avons, que vous nous avez confiée, là, de contrôle des mobilités entre le secteur public et le secteur privé. Alors, effectivement, il peut y avoir des pratiques différentes selon les pays. Vous avez des pays qui imposent un délai de carence, d'ailleurs, de 6 mois ou d'1 an, pendant lesquels un responsable public n'a pas le droit d'exercer, par exemple, des activités de lobbying. Bon. En France, le choix fait par le législateur, c'est de contrôler les mobilités à partir du moment où ces mobilités sont apparues au législateur souhaitables. Bon. Et ces mobilités sont le plus souvent encouragées. Il faut bien évidemment pouvoir les réguler, les encadrer et faire en sorte qu'elles respectent un certain nombre de règles. Alors, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de responsables publics qui doivent soumettre à l'avis de la haute autorité leur projet de reconversion professionnelle.
C'est le cas des ministres, c'est le cas des exécutifs locaux. Alors, est-ce que cette procédure a tendance à avoir pour conséquence de freiner ces mobilités? Honnêtement, je ne le pense pas. Quand vous regardez les avis qui sont exprimés par la Haute Autorité, la plupart de ces avis sont des avis de compatibilité. Certes, avec un certain nombre de réserves, et je vais en expliquer la philosophie, il y a moins de 10% d'avis d'incompatibilité sur les projets de reconversion professionnelle. C'est entre 8 et 9% sur les projets de reconversion professionnelle, et sur l'ensemble des avis et correspondant aux compétences de la Haute Autorité pour réguler ces mobilités, c'est plutôt de l'ordre de 5% au niveau de ces avis d'incompatibilité. Donc on ne peut pas dire que ça décourage et ça empêche les mobilités. Alors ce que nous regardons et ce que le législateur nous demande de regarder, c'est, en instruisant ces dossiers de reconversion professionnelle, c'est le risque pénal, et notamment le risque de prise illégale d'intérêt. D'ailleurs, le délit de prise illégale d'intérêt n'existe pas dans tous les pays qui nous sont comparables. Mais nous avons des articles du Code pénal, notamment les articles 432-12 et 432-13, qui ne permettent pas à un responsable public, par exemple, de rejoindre une entreprise pour laquelle il aurait pris une décision, exprimé un avis ou un conseil. Et ça, ce n'est pas seulement un ministre qui peut être visé, c'est en fait tout responsable public dans l'exercice de ses fonctions. Et lorsque vous regardez la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il est utile de prévenir le responsable public lorsque, justement, il peut se retrouver dans une situation de prise illégale d'intérêt, puisque les condamnations peuvent être sévères. Donc nous apprécions ce risque pénal, et lorsque le risque pénal est avéré, eh bien, effectivement, nous prenons là une décision d'incompatibilité. Nous apprécions également le risque déontologique sous deux aspects. La préparation au départ. Est-ce que le responsable public a préparé son départ alors qu'il était en fonction, ce qui pourrait le conduire à prendre des décisions plus favorables en direction d'une entreprise justement qu'il souhaite rejoindre. Donc nous regardons cette dimension de préparation du départ. Et puis, le législateur a souhaité que nous puissions être attentifs à ce que la neutralité et l'indépendance de l'administration ne puissent jamais être remises en cause. Et donc, nous regardons si, effectivement, le projet professionnel qui nous est saisi n'est pas susceptible de remettre en cause la perception que l'on peut avoir de l'indépendance et de la neutralité de l'administration, sachant que dans la définition, d'ailleurs, du conflit d'intérêts et de l'appréciation de ces risques, le législateur nous demande de prendre en compte, y compris l'apparence. Bon. Donc voilà, il faut que le citoyen ait bien le sentiment que l'indépendance et la neutralité de l'administration ne puissent pas être mises en doute. Voilà. Et c'est à travers cette grille que nous émettons nos avis. Et le principe de la Haute Autorité, c'est d'être une autorité administrative indépendante, mais également collégiale. C'est-à-dire que ce n'est pas la décision du seul président, après instruction de ses services, c'est la décision d'un collège qui est composé, comme vous le savez, à la fois de personnalités désignées par le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes, par les assemblées générales respectives de ces institutions, et puis des personnalités qui sont nommées par les présidents des assemblées, Assemblée nationale et Sénat, et par le gouvernement, ce qui fait qu'il y a un collège de 13 personnes qui viennent d'horizons divers et qui prennent ces décisions qui sont susceptibles de faire grief et qui donc peuvent être soumis à l'appréciation du Conseil d'État. Il y a toujours des recours possibles.
Donc voilà, je pense que le législateur a plutôt prévu un dispositif équilibré, avec, d'une certaine façon, une surveillance, un contrôle qui s'exerce pendant les 3 années après la cessation de fonction. Merci. Je vais laisser la parole à la rapporteure et à mes collègues. Mais juste pour préciser, je crois qu'on est totalement au cœur du sujet. Si notre commission d'enquête émet des recommandations pour changer, encadrer un peu plus les relations entre les représentants d'intérêts, les entreprises et les agents publics, comme la question des mobilités, mais aussi de la transparence, la traçabilité des amendements, etc. Notre devoir est aussi de s'assurer de trouver les bons équilibres dans le contexte de la législation existante et de voir en effet ce qui peut se faire de mieux, mais aussi de moins bien chez certains de nos partenaires et voisins. Excusez-moi, voilà. Oui, je pense que de toute façon, on est dans le sujet aussi quand on voit que les stratégies très offensives du lobbying d'Uber a conduit la plateforme à aussi recruter dans chaque pays des personnalités sont, elles, assez clés. Hein. Je veux dire, quand on voit David Plouffe, qui était proche d'Obama, Neelie Kroes, qui avait une responsabilité à l'échelle, commissaire européenne, quand on voit aussi Grégoire Kopp, qui travaillait dans le cabinet d'Alain Vidalis. Voilà, donc chaque pays, à un moment donné, eu quelqu'un qui travaillait dans des cabinets ministériels, recruté par Uber, et ça rentre dans sa stratégie, je pense, de lobbying. Donc c'est intéressant d'avoir tout ce travail comparatif des réglementations. Moi, je voudrais revenir pour vérifier si j'ai bien compris la fiction dans laquelle vous avez bien voulu vous projeter. Donc, si j'ai bien compris le fonctionnement de la loi Sapin 2, si elle s'appliquait à l'époque des Uber Files, quand on reprend les 17 échanges significatifs, pour reprendre les termes du consortium de journalistes, entre des dirigeants d'Uber et le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, ou ses proches collaborateurs, cela aurait dû être public et faire l'objet d'une fiche d'action si on était sur une seule personne physique qui à Uber aurait eu au moins 10 actions. C'est-à-dire, en clair, il aurait fallu que Traïs Kalanick déclare une fiche action de sa rencontre avec Emmanuel Macron si lui-même avait eu 10 actions au moins de rencontres, donnant l'objet à 10 rencontres avec Emmanuel Macron. C'est au bout de la 10e rencontre et à l'initiative de Traïs Kalanick. Toute initiative venant du responsable public n'a pas à faire l'objet... Ça, j'ai bien compris. Oui, pardon. Ça, j'ai bien compris qu'il fallait, en plus, que ce soit à l'initiative d'Uber. Donc, autant dire que la loi Sapin 2, aujourd'hui, est totalement insuffisante. Si nous sommes choqués par les révélations d'Uber Files et que nous estimons qu'il lui fallu plus de transparence pour que les arbitrages et les décisions concernant l'implantation et le développement d'Uber fassent l'objet de plus de transparence pour éclairer le débat public et les décisions publiques, autant dire que là, la loi Sapin 2 est insuffisante, quoi. Mais je voulais savoir, en plus, ça ne concerne que les rencontres physiques, ça ne concerne pas les SMS, ça ne concerne pas les échanges de mails. Or, on sait que ce soit sur Uber, mais sur d'autres acteurs de l'ubérisation, beaucoup de choses peuvent s'échanger en termes de volonté de faire ce travail qui est légal, hein, de lobbying, c'est-à-dire je contacte un ministère ou des cabinets d'un ministère pour essayer de modifier une réglementation, une législation en cours. Si je le fais par mail, je n'ai absolument pas de devoir déclaratif. Si. Ce sont des entrées en communication, Madame la rapporteure, ce sont des entrées en communication. Donc vous pouvez entrer en communication par un mail ou par un SMS. Si vous avez ensuite, je ne sais pas, une instruction qui est conduite, bon, et vous pouvez aller vérifier, bien évidemment, sur les portables et les ordinateurs. Pardon. On va devoir jouer à ça sur les micros sans arrêt. Ah oui, donc ça veut dire que si j'ai eu... Voilà, je suis Travis Kalanick. Si j'ai eu 10 échanges avec Emmanuel Macron, dont une rencontre physique, 3 SMS et le reste en mail, ça fait partie des 10 actions.
C'est comme cela qu'il faut le comprendre? Il y a une période donnée, j'imagine. C'est 10 actions sur une période d'une certaine durée, j'imagine. Oui, c'est sur un exercice donné. Donc nos campagnes se font sur une année. Hein. Ah oui. D'accord. Donc, on voit en tous les cas les modifications importantes nécessaires qu'il faudrait opérer sur la loi Sapin II pour que ces rencontres fassent l'objet vraiment de transparence pour éclairer le débat public. En termes de préconisation, est-ce que vous préconisez par ailleurs la traçabilité des amendements, parce qu'on a aussi beaucoup d'informations dans les Uber Files sur Uber qui a pu à un moment donné donner des amendements clés en main à différents parlementaires ou par le biais de ministres pour pouvoir modifier un cadre législatif. Est-ce que vous avez pu vous réfléchir sur ces problématiques-là, de la traçabilité des amendements? Je voulais aussi savoir ce que vous pensez des pratiques du lobbying en France, quand il s'agit par exemple de cabinets d'avocats, de cabinets privés qui facturent à leurs clients des prises de contact, des repas avec des membres de cabinets ministériels et qui organisent ces rencontres-là. Est-ce que le répertoire des représentants d'intérêt vous paraît constituer un instrument de transparence et de contrôle suffisant là-dessus, sachant que auparavant vous nous avez présenté en fait des cabinets qui ont pu avoir affaire avec Uber par exemple et qui sont bien recensés dans leur rencontre, mais le sont-ils à chaque fois? Sur ah oui, pardon. Je terminerai. Pardon. Est-ce que c'est la loi Sapin II qu'il faut modifier ou surtout le décret d'application qui a été fait, je crois, assez rapidement parce qu'on était en période préélectorale, enfin entre la promulgation de la loi et le décret, j'ai cru comprendre, enfin c'est ce qui se... Enfin voilà, que les choses ont été faites de manière assez rapide. En tout cas, c'est ce qui a été exprimé, je crois, dans la mission flash de la Commission des lois à ce sujet. Merci. Sur vos questions, à partir du moment où il y a 10 actions qui ont été identifiées par la personne physique au sein de la personne morale, après tout doit être déclaré. Bon, il faut franchir ce seuil des 10 actions. Une fois de plus, on trouverait plus simple de raisonner à partir de la personne morale elle-même. Alors, je ne sais pas après s'il faut reprendre 10 actions ou autre, mais après c'est au législateur de fixer la quotité. Mais voilà, on trouve plus légitime de raisonner à partir du représentant d'intérêt lui-même plutôt que par les employés ou les personnes qui travaillent dans cette entité. Sur votre question sur les contrôles de mobilité justement entre les uns et les autres, par exemple tel ou tel membre de cabinet ministériel qui irait rejoindre telle entreprise, nous faisons ce contrôle depuis le 1er février 2020, puisque tout projet de reconversion professionnelle d'un membre de cabinet ministériel ou du président de la République doit obligatoirement être soumis à l'avis de la haute autorité. Donc si la personne, par exemple, a eu l'occasion d'avoir des échanges très réguliers avec telle ou telle entreprise, bon, sans préjuger de ce que pourrait être l'avis de la haute autorité, je pense qu'il y aurait des éléments qui pourraient nous conduire à penser qu'il peut y avoir un risque pénal, voire un risque déontologique fort. Bien évidemment, vous avez un certain nombre de décisions de la haute autorité correspondant justement à ce type de situation où, au motif du risque pénal
voire au motif d'un risque déontologique fort, nous avons exprimé un avis d'incompatibilité. Ça protège d'ailleurs l'intéressé et l'administration, hein, que de pouvoir instruire ce type de situation. Si je prends un exemple d'ailleurs qui avait suscité quelques interrogations au niveau de la presse, mais et puis de responsables publics, Madame Bachelot, ministre, qui faisait des prestations sur France Musique, donc Radio France, avant d'être ministre, avait souhaité reprendre ce type d'activité après avoir été ministre. Nous lui avons répondu, lorsqu'elle nous a présenté son projet, que pour ce qui concernait les activités dans un certain nombre de médias qui ne bénéficiaient d'aucun soutien de la part de l'État, ça ne soulevait pas de difficulté. En revanche, à partir du moment où elle devenait salariée de Radio France, ça soulevait un problème et il y avait un risque pénal extrêmement fort. À partir du moment où, si elle avait eu une procédure engagée par un agent de Radio France, elle aurait été dans une situation de prise illégale d'intérêt, compte tenu que, comme ministre de la Culture, elle avait la tutelle de Radio France et qu'elle a pris un certain nombre de décisions concernant Radio France. Donc, en exprimant cette incompatibilité, je pense que nous avons protégé la ministre d'une procédure. Donc voilà, donc vous avez ce contrôle qui se fait, mais seulement depuis le 1er février 2020, s'agissant des mobilités publiques, privées, des membres des cabinets ministériels. Sinon, sur la traçabilité des amendements, je sais que le sujet existe, nous avons toujours considéré que cela relevait des bureaux des assemblées, à partir du moment où, dans le cadre d'ailleurs de la Constitution et des règles qui régissent les pouvoirs publics, c'est aux assemblées de définir leurs propres règles en la matière. Bon, votre bureau, d'ailleurs, a édicté un certain nombre de règles, à l'initiative, d'ailleurs, de Sylvain Waserman, qui avait fait un très gros travail sur ce sujet. Donc nous ne nous autorisons pas, en tout cas, à exprimer un avis sur ce sujet. Si je peux parler d'une expérience personnelle dans une vie antérieure, oui, effectivement, ce type d'amendement, comme rapporteur général de la Commission des finances ou comme président de la Commission des finances, j'en ai vu beaucoup. Bon, et venant de l'ensemble des groupes politiques, d'ailleurs, qui constituent, et parfois en reprenant la même faute de frappe. Bon, au niveau de l'amendement proposé. Donc, effectivement, on peut considérer que ça pose problème et que des procédures puissent être envisagées pour réguler ce type de pratique. Mais ça existe effectivement depuis très longtemps, puisque ma vie antérieure la remonte quand même à loin pour cette expérience. Mais voilà, ça existait. Donc voilà, nous estimons que c'est aux assemblées elles-mêmes de définir leurs propres règles s'agissant du droit d'amendement, puisque là nous sommes dans un droit constitutionnel. Donc ça ne relève pas, en tout cas, d'un avis ou de décision d'une autorité administrative indépendante. En revanche, bon, ce qui vient bien sûr des représentants d'intérêt pourrait faire l'objet, bien évidemment, ou peut faire l'objet de déclarations à partir du moment où on peut considérer que ce sont des entrées en communication et que ce sont des actions qui cherchent à influencer une disposition législative ou réglementaire. Et qu'à partir de ce moment-là, cette pratique-là, normalement, elle n'échappe pas au dispositif d'encadrement en vigueur. Donc, voilà, c'est quand l'initiative vient du représentant d'intérêt qu'il l'adresse aux députés
Et si en plus il l'adresse aux 577 députés, ça fait 577 entrées en communication. Donc on a passé le cap des 10 actions. Donc ça doit pouvoir faire l'objet, ça doit faire l'objet, de la part du représentant d'intérêt, d'une déclaration sur le répertoire des représentants d'intérêt. En revanche, ensuite, bon, la façon dont c'est traité par les parlementaires eux-mêmes, bon, une fois de plus, nous nous interdisons d'intervenir là-dessus. Sur la facturation de la mise en relation de la part de représentants d'intérêt, nous savons que c'est une pratique classique et d'ailleurs le cœur de l'activité de certains cabinets. Bon, là, la transparence aussi pourrait être utile. Bon, ce n'est pas obligatoirement le cas aujourd'hui dans ce type de situation. Alors ensuite, vous avez bien sûr les invitations à déjeuner d'un membre de cabinet ministériel. Ce n'est pas interdit. Ce qui est recommandé, en tout cas aux agents publics, dans le cadre des guides déontologiques que nous pouvons éditer, c'est que lorsqu'un agent public est invité dans cette circonstance, il est important qu'il puisse en informer sa hiérarchie. Bon. Et que le montant de l'invitation doit rester raisonnable. Bon, on voit bien que si vous êtes invité dans un grand restaurant, effectivement, ça peut poser un problème. Sur votre question sur les cabinets d'avocats, la règle n'exclut pas ces acteurs du dispositif. Hein, le terme de représentant d'intérêt englobe une pluralité d'acteurs. Hein. D'ailleurs, nous avons un certain nombre de cabinets d'avocats qui sont inscrits sur le répertoire des représentants d'intérêt. Nous avons des ONG, des associations, des organisations professionnelles qui figurent parmi les entités inscrites sur le répertoire des représentants d'intérêt. Les cabinets d'avocats ne font pas exception. Dès lors, bien sûr, qu'ils remplissent les critères d'identification des représentants d'intérêt qui sont définis par les textes. Et nous avons, j'ai eu l'occasion de le préciser devant la commission d'enquête du Sénat qui avait été mise en place à propos des cabinets conseils, qu'un certain nombre de cabinets conseils sont inscrits sur le répertoire tenu par la haute autorité. Les activités de représentation d'intérêt doivent être déclarées, même lorsqu'elles sont faites pour le compte d'un tiers. Alors, trois types. Je dis que les actions de représentants d'intérêt doivent être déclarées, même lorsqu'elles sont faites pour le compte d'un tiers. Trois types d'actions sont considérées comme des communications susceptibles de constituer des actions de représentation d'intérêt. Une rencontre physique, quel que soit le contexte dans lequel elle se déroule. Les activités une conversation téléphonique, hein, pour conforter ce que vous disiez tout à l'heure, par visioconférence ou par l'intermédiaire d'un service de communication électronique. Et puis, troisième action qui doit aussi être déclarée, un courrier électronique, un message privé par l'intermédiaire d'un service de communication électronique. Il en va de même, d'ailleurs, de l'interpellation directe et nominative d'un responsable public sur un réseau social. Ça peut être considéré comme une entrée en communication. Voilà ce que je peux répondre aux questions que vous avez posées. Ah oui. Oui, donc avec vos précisions, finalement, on était bien dans les 10 actions avec les 17 échanges significatifs, de fait, puisque les échanges étaient à la fois physiques, SMS. Voilà. A priori, dans ce que nous racontent les révélations Uber Files, une bonne partie était à l'initiative d'Uber. Donc je pense qu'on rentrait là-dedans. J'ai quand même encore voilà, un questionnement parce qu'il me semble que c'est ceux qui emploient au moins la moitié de leur temps lobbying qui sont recensés dans le registre. Donc du coup, je trouve que ça réduit d'autant plus alors que on peut avoir un lobbying effectué sans que pour autant la personne y consacre la moitié de son temps. Donc
Moi, j'ai encore des interrogations là-dessus. Vous m'avez répondu sur les amendements, sur les cabinets privés, les avocats. Je voulais vous poser la question sur le fait que la HATVP, aujourd'hui, elle ne dispose pas de pouvoir de sanction directe. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire pour que la HATVP puisse devenir une véritable autorité, qu'elle puisse avoir un pouvoir de sanctions directes? Dans les sujets qui nous préoccupent, lorsqu'il y a eu la création de l'ARPE, l'autorité des relations entre les plateformes, la ministre du Travail de l'époque, Madame Borne, avait choisi de nommer à la présidence de l'ARPE Monsieur Bruno Meckling, qui avait, ça y est, je vais encore me tromper dans la précision. Comment ? Voilà, exactement. Donc, dans le cadre de son cabinet à Kearney, mais qui était aussi financé par un autre cabinet, enfin bref, enfin bref, Monsieur Bruno Meckling, à un moment donné, a travaillé indirectement pour Uber, par le biais d'un cabinet de conseil, pour notamment accompagner Uber dans l'élaboration de la réponse d'Uber à la mission Froin, qui était donc antérieure à la création de l'ARPE. À l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas d'obligation de déclarer pour qui on avait travaillé antérieurement avant d'accepter la mission de président de l'ARPE. Donc je pense à vous de me le dire, qu'il n'y avait pas d'obligation légale. Pour autant, est-ce que ça vous interroge? Est-ce que parce que moi, il me semble que l'ensemble de ces institutions créées par l'État devraient faire l'objet justement de cette obligation déclarative antérieure auprès de votre autorité. Oui. Non, pas du tout. Non. Vous avez deux critères pour pouvoir apprécier le représentant d'intérêt et le fait d'être considéré comme un représentant d'intérêt. Vous avez le seuil de 10 actions et puis l'activité principale. C'est alternatif. Donc, voilà. Mais bon, c'est vrai que dans un certain nombre de pays, les choses sont des fois un peu plus simples. Bon. Sur le pouvoir de sanction, nous avons la possibilité de mettre en demeure un représentant d'intérêt qui ne respecte pas ses obligations déclaratives, de la rendre publique et puis de transmettre au parquet. Nous proposons que la haute autorité puisse, en certaines circonstances, disposer d'un pouvoir de sanction propre, comme d'autres autorités administratives indépendantes, seulement en certaines situations, parce que nous ne souhaitons pas nous substituer au juge pénal, mais tout ne relève pas obligatoirement du juge pénal, et nous considérons par exemple que lorsque un responsable public ne dépose pas, par exemple, sa déclaration de patrimoine ou sa déclaration d'intérêt, plutôt que de transmettre au parquet après relance, après injonction, il puisse y avoir la possibilité pour la haute autorité, à travers une commission des sanctions, de décider d'une amende administrative. Même chose d'ailleurs pour les représentants d'intérêt qui ne respecteraient pas leurs obligations déclaratives. Cela permettrait d'avoir d'ailleurs une décision beaucoup plus rapide. Parce que lorsque, après relance, après injonction, vous transmettez au parquet, ça peut demander quelque temps avant qu'une décision soit prise, compte tenu de ce que les parquets ont beaucoup de dossiers et que ça ne leur apparaît pas obligatoirement comme les dossiers prioritaires. En revanche, pour le citoyen, le non-dépôt, le non-respect d'obligations des obligations déclaratives par un responsable public ou par un représentant d'intérêt, ça passe pas. Il ne comprend pas que malgré les relances, malgré des injonctions, et ça apparaît obligatoirement sur le site de la haute autorité, eh bien, en fait, il ne se passe rien 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Et il est important qu'une sanction puisse intervenir rapidement. Ce
Ce serait l'intérêt que la haute autorité puisse disposer d'un pouvoir de sanction administrative dans ce type de situation. Après, bon, si c'est le non-respect je dirais, de principe de probité, ça relève bien évidemment du juge pénal. Mais sur le sujet du respect d'obligations déclaratives, là, s'il n'y a pas respect de ces obligations déclaratives, l'autorité devrait pouvoir, nous trouvons, sanctionner les intéressés. Sinon, sur votre dernière question concernant l'ARP, le président du conseil d'établissement, du conseil d'administration de cet établissement public n'entre pas dans le champ de contrôle de la haute autorité, et donc nous n'avions pas à être saisis. Alors c'est en plus un établissement public administratif. Et les établissements publics administratifs, sauf circonstances très, très particulières, sont en fait sortis du champ des avis obligatoires à émettre par la haute autorité. En ce qui nous concerne, ce sont essentiellement les établissements publics industriels et commerciaux. Alors il y a un certain nombre de trous dans la raquette, hein. D'ailleurs nous les avons identifiés et nous faisons des propositions aux législateurs pour qu'ils puissent également prévoir. Oui, pourquoi pas, mais je pense par exemple aux responsables de l'UGAP, dont on connaît, je dirais, l'importance dans des relations que peut avoir justement cette entité avec les entreprises privées, compte tenu qu'une grande partie des marchés de l'État, vous n'avez pas d'avis obligatoire de la haute autorité pour les projets de reconversion professionnelle des responsables de l'UGAP. Bon, je pourrais citer d'autres exemples. Donc, il nous paraîtrait pertinent que le législateur élargisse quelque peu la liste des représentants, enfin, des responsables de certaines entités, compte tenu des relations qu'ils peuvent avoir avec le secteur privé, qu'un avis préalable puisse être exprimé par la haute autorité dans le cadre de ses mobilités professionnelles. Monsieur le Président, du coup j'aurais trois questions, une d'ordre général, une qui concerne plus l'Assemblée nationale ou le Parlement en général, et une au niveau des collectivités locales, territoriales. Sur le seuil de 10 actions, est-ce qu'une manière sans alourdir trop le système, est-ce que pour vous ce serait une bonne idée de publier d'avoir un agenda public pour tout responsable qui serait peut-être à déposer sur une plateforme prévue à cet effet, avec l'ensemble des rendez-vous pris? Il y a beaucoup d'élus qui publient leur agenda, mais est-ce que d'avoir un agenda public pour tous les élus, au moins nationaux, ça pourrait être une solution de votre point de vue? J'ai une autre question concernant vous avez parlé tout à l'heure des gens qui ont des fonctions publiques et puis qui partent dans des entreprises. La question, moi, porte sur les élus qui ont pu travailler dans des structures dont ils sont ponctuellement détachés pour être parlementaires. Des élus qui ont travaillé sur des textes qui peuvent concerner ces mêmes structures. Aujourd'hui, il y a peu ou pas de garde-fous. Je voulais savoir votre avis sur la question. Voilà, qu'il s'agisse d'entreprises publiques ou d'administration peut-être centrale. Et au niveau de la vie locale, maintenant, donc la HATVP, je crois qu'il y a un seuil de 20 000 ou 30 000 habitants, il me semble, pour les 20 000. Voilà, et donc, du coup, en dessous de 20 000 habitants, pour prévenir des problématiques de lobbying excessif ou voire de dérive, est-ce que, de votre point de vue, l'idée comme ça existe par exemple sur la formation des élus, est-ce que le fait d'inscrire dans les budgets municipaux une ligne pour que les élus d'opposition puissent mobiliser bien un avocat par exemple pour contrôler l'action des élus locaux, est-ce que c'est une manière pour vous qui serait pertinente d'aller déléguer, je dirais, ce contrôle local de lobbying en dessous de 20 000 habitants à des élus qui seraient gérés au sein d'un conseil municipal? Voilà, je vous remercie.
sont deux sujets un peu différents, le seuil de 10 actions et puis l'agenda public. Ce qui pose problème avec le seuil de 10 actions, c'est par personne physique, au sein de l'entité, représentation d'intérêt. Donc, voilà, je redis qu'il me paraîtrait plus logique de raisonner au niveau de la personne morale elle-même. Bon. Après, l'agenda public, c'est un autre sujet, et pour ce qui concerne l'agenda public des parlementaires, ça ne relève pas de notre responsabilité. Ce que nous suggérons, c'est que puisse être rendu, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'ailleurs, ça pourrait se heurter à certaines réserves du Conseil constitutionnel dans le cadre du respect de la vie privée. Mais en revanche, s'agissant des échanges, des contacts qu'il peut y avoir avec un représentant d'intérêt inscrit sur le répertoire des représentants d'intérêt gérés par la Haute Autorité, oui, ça pourrait être utile, effectivement, que ce type de rendez-vous puisse faire l'objet de publicité et de transparence. Mais, bien évidemment, limité aux échanges avec les représentants d'intérêt considérés comme tels. Tous les rendez-vous que peut avoir un député ou un responsable public n'ont pas obligatoirement à faire l'objet d'une publicité. Bon, donc, voilà, en tout cas, ce n'est pas ce que demande, bien sûr, la Haute Autorité. En revanche, pour ce qui concerne les relations, bien sûr, avec les représentants d'intérêt qui sont sur notre répertoire, ça paraît tout à fait logique de pouvoir les rendre publics. D'ailleurs, une fois de plus, puisque l'activité de lobbying est autorisée. C'est pas anormal de défendre, je dirais, ses propres intérêts. Bon, donc après, c'est au décideur public, après qu'il ait eu connaissance justement de toutes celles et ceux qui souhaitaient intervenir auprès de lui, de prendre la décision en toute connaissance de cause. Bon, et puis de privilégier l'intérêt général sur des intérêts particuliers. Mais défendre ses intérêts, bon, n'est pas en soi répréhensible. Bon, et le faire en toute transparence, c'est bien. Sinon, sur votre dernière question, alors, sur le lobbying, le seuil est de 100 000 habitants. Ce sont les seules collectivités de plus de 100 000 habitants qui sont concernées par les obligations déclaratives des représentants d'intérêt dans leurs entrées en communication avec ces collectivités. Pour les élus, voire les responsables administratifs de collectivités qui doivent à la Haute Autorité une déclaration d'intérêt, une déclaration de patrimoine, là, le seuil est à 20 000 habitants. Parce qu'il faut bien mettre un seuil, ce qui ne veut pas dire que les sujets d'atteinte à la probité et de corruption ne concernent pas, bien sûr, les communes en dessous 20 000 habitants. Bon, le législateur a fixé un seuil, mais en tout cas, les actions de prévention qu'on peut avoir sur l'ensemble de ces sujets, atteinte à la probité, doivent pouvoir concerner l'ensemble des collectivités, bien évidemment, et nous contribuons à des séminaires de formation ou à des actions de sensibilisation à chaque fois qu'on nous le demande, même si ça ne correspond pas tout à fait au seuil des collectivités qui relèvent de la Haute Autorité, à partir du moment où nous pensons que ça peut être utile à tout le monde de pouvoir faire ces séances de formation. Après, c'est dans le cadre, je dirais, du contrôle qu'exerce un élu municipal sur le budget et sur les dépenses du budget. Il a toujours la possibilité, me semble-t-il, dans le souvenir que je peux avoir des droits que peut avoir un membre minoritaire ou un membre de l'opposition. Il a toujours la possibilité de se faire communiquer le détail d'un certain nombre de dépenses qui relèvent de décisions du conseil municipal. Donc ça, je pense que c'est déjà prévu par la loi en grande partie.
Comment? Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un seuil qui déclenche la possibilité pour des élus de bénéficier de crédits de formation. Bon, ça, je ne peux pas répondre à votre... Oui, alors vous avez des associations qui peuvent aussi accompagner les élus, mais je dirais que ça ne relève pas là des missions de la haute autorité. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre exposé très clair et de toutes ces précisions. Alors, je voulais que vous me répétiez, parce qu'effectivement, c'était très intéressant de nous dire, attention, si vous contactez 577 députés, en fait, on dépasse largement le nombre de 10 actions, parce que ça paraît... beaucoup, 10 actions, mais si le fait de communiquer à 577 députés, c'est pas considéré comme une seule action, mais comme 577, je voulais que vous me le confirmiez. J'ai bien compris. Voilà. Vous pouvez avoir, tout dépend de la taille de l'entreprise. Si vous avez une grande entreprise qui décide, par exemple, de mobiliser beaucoup de ses salariés pour faire 9 actions, je ne sais pas, pour arriver à 577, vous multipliez le nombre de personnes nécessaires. Là, bon, oui, mais les possibilités de contournement du texte existent. Donc voilà, c'est pour celles et ceux qui veulent le contourner en tout cas. Et deuxième question, tout à l'heure vous avez dit... la haute autorité devrait avoir un pouvoir de sanction et donc, par exemple, prévoir une amende en cas de déclaration tardive. Je suppose que quand vous dites ça, ça serait une infraction autonome, une contravention indélébile, enfin peu importe, autonome, et que ça n'empêcherait absolument pas, de toute façon, d'aller devant le juge pénal après. Je voulais que vous me précisiez que dans ce que vous souhaitez, ce serait une infraction autonome à prévoir, à créer. Après, si la personne récidive, réitère et continue de ne pas remplir ses obligations déclaratives, bon, là, il faut que le juge pénal, bien sûr, s'en saisisse. Mais on pense que une amende administrative peut être dissuasive et inviter soit le responsable public, soit le représentant d'intérêt à respecter ses obligations déclaratives. Alors après, tout dépend de la taille de l'entreprise. Bon, et tout dépend, je dirais, de la quantité de l'amende. Bon, pour des entreprises, parfois, il vaut mieux payer une amende. Bon, donc bon, voilà. Après, c'est une question de proportionnalité par rapport... bon, et ça relève du législateur. Bien, Monsieur le Président, on est allé un peu au-delà de l'horaire qui était précis, mais ça montre l'intérêt que l'on porte à ces questions et à vos réponses. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Nous aurons peut-être des questions complémentaires ou des demandes d'informations, de documents dans les prochaines semaines. Mais dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et à votre disposition, effectivement, si vous le souhaitez. Merci bien.